Dans ce podcast, il sera question du Global Gateway, cet instrument de coopération au développement de l'Union européenne qui apporte des remaniements préoccupants au secteur de l'aide au développement. Pour en parler, nous accueillons Inès Trépant, politologue, spécialiste des questions européennes, qui nous expliquera les changements politiques en cours en matière d'aide au développement à l'échelle européenne. Elle est également auteure de différents ouvrages sur les politiques européennes. Au micro aujourd'hui, je me présente, je suis Lorenzo, étudiant en sciences politiques et je suis accompagné de Valérie Tillemans, enseignante. Inès Trépant, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Global Gateway, quel est son statut juridique et en quoi il s'agit d'une nouvelle stratégie pour l'aide au développement en Europe ? Merci pour cette première question. Donc effectivement, déjà dans la question, on entend le mot stratégie. Le Global Gateway, c'est une stratégie de développement. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi européenne qui coule dans le bronze finalement, ce nouvel outil de développement. Il s'agit d'une stratégie d'investissement dans les grosses infrastructures. Alors, par grosse infrastructure, on entend notamment certains secteurs clés qui sont l'énergie et le climat, qui sont aussi tout ce qui est économie numérique. Et il y a d'autres secteurs, comme le transport, bien sûr, mais aussi des secteurs tels que l'éducation et la santé. Mais là, d'emblée, on doit dire quelque chose, c'est que même s'il y a des domaines comme l'éducation et la santé, on pourrait presque dire que c'est un petit peu le petit poucet. Donc, ce sont les secteurs qui ont été inclus dedans, mais ils ne font certainement pas partie des priorités. La priorité, c'est bien, effectivement, tout ce qui est énergie, climat et tout ce qui est numérique. Alors, il faut savoir que cette stratégie, elle a vu le jour en 2021. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une stratégie qui est relativement récente. Mais en même temps, elle est révolutionnaire dans le sens qu'on change véritablement de paradigme. Dans le sens où avant, au niveau de l'aide au développement, nous avions une relation de pays donateur à un pays bénéficiaire. Et il faut savoir à ce sujet que l'Union européenne est le premier bailleur de fonds au niveau de l'aide au développement dans le monde. Mais c'était aussi pas mal de relations d'État à État. Tandis qu'ici, on change de paradigme dans le sens où on fait du secteur privé un acteur de développement qui est central. Alors c'est un peu paradoxal parce que quelque part on pourrait dire aussi c'est parfois le secteur privé qui va causer toute une série, qui va naturellement créer de l'emploi et il va permettre aussi une forme de richesse économique de certains pays, mais il faut aussi se rendre compte que ce sont les activités de certaines multinationales qui vont engranger toute une série de violations des droits humains, des crimes environnementaux ou bien la violation des droits sociaux. Donc voilà, il y a à boire et à manger. Donc il peut y avoir une activité économique, mais l'activité économique n'est pas nécessairement toujours ultra positive. Donc, il peut y avoir des effets pervers, négatifs, issus de ces activités. Mais donc, voilà. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que maintenant, le secteur privé est considéré un petit peu comme la panacée. Grâce au secteur privé, tout à coup, on va réussir des objectifs de développement qu'on n'a pas réussi lorsque c'était l'État qui était à la manœuvre. Mais il faut dire que cette stratégie ne sort pas de nulle part. L'idée, à un moment donné, que le secteur privé devienne un acteur de développement à part entière, elle germait déjà depuis un certain temps. C'est quelque chose qui s'est bien préparé. Aussi au niveau des esprits, de dire qu'on ne sait rien faire sans le secteur privé, ce qui est vrai aussi. Parce que, effectivement, si on devait uniquement s'en tenir à l'aide au développement pour essayer d'extirper toute une série de pays de la pauvreté, on n'en sortirait pas de toute façon. Ça n'a pas marché, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, de toute façon, le budget étatique alloué à l'aide au développement ne fait que diminuer dans le temps. Et même s'il y a eu des engagements européens et internationaux qui ont été pris en matière de financement de l'aide publique au développement, dans les faits, entre la théorie et la pratique, il y a un grand gouffre et il y a très très peu de pays européens qui ont pu s'en tenir à leur engagement. Alors, un pays qui est intéressant à ce niveau-là, c'est le Luxembourg. C'est un excellent élève. Lui, il a toujours respecté ses engagements en matière d'aide allouée au développement qui est 0,7 du produit intérieur brut. Peu importe. Mais on est dans une situation de plus en plus de consolidation budgétaire où on revoit un peu les priorités et il faut bien se rendre compte que là-dedans, ça ne va pas être l'aide au développement qui va être considérée comme prioritaire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de compenser le fait que l'État se désengage dans ses engagements en termes de politique de développement? On essaie à ce moment-là de miser sur le secteur privé. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant, puisque tu dis que c'est une stratégie qui date de 2021 ? On en parle maintenant parce qu'il y a une véritable volonté pour l'Union européenne de se repositionner au niveau de l'échiquier politique mondial. Et donc, à un moment donné, il faut bien se rendre compte que lorsque
Ursula von der Leyen, en tant que présidente de la Commission européenne, a investi ses fonctions, elle voulait faire de l'Union européenne un acteur géopolitique. Donc c'était vraiment cette volonté-là, en tenant compte des grands bouleversements au niveau de l'échiquier mondial. Et effectivement, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a tous ces pouvoirs émergents avec lesquels il faut compter, notamment on pense à la Chine, qui est devenue un acteur de toute première importance, et l'Union européenne se sent dans une position où elle est en retard par rapport à certains pays. C'est notamment le cas au niveau des États-Unis et au niveau de la Chine, où il y a un rattrapage économique qu'elle veut assurer. Et donc, pour pouvoir se repositionner en tant qu'acteur influent au niveau de la géopolitique mondiale, eh bien, il y a eu un recadrage de la politique de développement qui a pris finalement le nom du Global Gateway, qui est devenu une forme d'instrumentalisation, je crois qu'on peut vraiment utiliser le terme. On instrumentalise l'aide au développement pour pouvoir se repositionner sur le plan géopolitique et finalement utiliser cette aide au développement pour pouvoir poursuivre les intérêts géoéconomiques et géopolitiques de l'Union. Mais tout en clamant qu'on ambitionne toujours de respecter ses engagements en matière d'aide au développement. Donc en fait, on a rajouté un objectif quand même hyper important. C'est l'objectif d'autonomie stratégique. Donc pour pouvoir avoir cette autonomie stratégique, il faut être fort sur le plan géoéconomique et géopolitique. Et donc, puisqu'il y a cette aide au développement, c'est un levier qui va être mis quelque part à la disposition du secteur privé qui, lui, va investir massivement dans les pays tiers. Alors, il faut savoir que c'est quand même un montant de 300 milliards d'euros entre 2021 et 2027 qui sont consacrés pour soutenir le secteur privé, et essentiellement, bien sûr, le secteur privé européen, et qui doit permettre à un moment donné à l'Union européenne de réaliser son objectif d'autonomie stratégique, et notamment qui passe par quoi ? Par la sécurisation du marché des matières premières. Parce que vraiment, les minerais, c'est vraiment devenu le nerf de la guerre pour pouvoir avoir cette autonomie stratégique. Et donc là, on est vraiment, c'est un des talons d'Achille les plus importants de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'elle est dépendante et tributaire des autres pays. Et donc voilà, mais on est en train de finalement faire coexister des objectifs totalement différents. Donc d'un côté, par le biais du Global Gateway, on veut permettre à l'Europe de faire face à la concurrence chinoise, notamment sur le continent africain, parce que bon, là, franchement, la Chine est extrêmement présente. Donc voilà, il y a un objectif de concurrence par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, pour retrouver la compétitivité européenne. Il y a l'idée d'indépendance et d'autonomie stratégique. Et il y a aussi l'idée de conserver ces objectifs de développement. Mais bon, quand on mélange un petit peu tous ces objectifs, on ne se pose pas la question, est-ce que tous ces objectifs sont compatibles ? Est-ce qu'on n'est pas là en train de vouloir faire la quadrature du cercle ? Et poser la question, c'est déjà y répondre. Il faut savoir aussi que le Global Gateway, on manque énormément d'informations sur les projets qui sont soutenus. Même le Parlement européen, il n'est pas directement impliqué. Et donc, c'est d'ailleurs une de ces critiques. Il faut absolument que les parlements nationaux, ainsi que le Parlement européen, ainsi que les parlements des pays tiers, puissent avoir un droit de regard sur la manière dont se conduisent les investissements. Et là, c'est quelque chose qui est un véritable point noir et une véritable lacune qui est systématiquement soulignée par une série d'associations et d'institutions aussi. C'est le cas de la Cour des comptes européenne qui dit, écoutez, là, en termes de transparence, ça laisse fortement à désirer, et aussi en termes de processus qui manque d'inclusivité. À partir du moment où ça va avoir tellement de retombées, il faudrait que la société civile, que ce soit dans les pays européens ou la société civile dans les pays tiers, puisse être directement impliquée. Il y a des mécanismes qui existent, mais il y a énormément de lacunes. Tu dis que les budgets vont servir à soutenir le secteur privé pour que celui-ci investisse ? Oui, donc en fait, il faut comprendre que l'argent, les 300 milliards d'euros qui sont alloués au Global Gateway, en fait, comment est-ce qu'on va soutenir le secteur privé ? On va vouloir dérisquer les investissements. Parce que pour pouvoir motiver le secteur privé à aller investir dans certains pays, il faudra lui dire, écoute, on comprend bien qu'il y a des risques,
Parce que 36 000 risques possibles et inimaginables, je ne sais pas, moi, à un moment donné, donc on va aller investir dans un pays, mais quid du risque de nationalisation de l'entreprise. Enfin, voilà, donc ce sont des choses qui ont pu se passer auparavant, donc il faut que le secteur privé ait une série de garanties. D'ailleurs, l'argent est essentiellement disponible sous forme de garantie, donc c'est-à-dire on va garantir le secteur privé au niveau de la prise de risque. Donc on dérisque, si on peut s'exprimer comme ça en mauvais français, les investissements. Donc ça, c'est le genre de choses qui vont être faites. Et alors aussi, il va y avoir ce qu'on appelle blended finance en anglais, donc qui est une forme d'investissement mixte. Donc on est vraiment à ce moment-là dans le cadre des investissements qu'on peut avoir dans les partenariats publics-privés. Donc on va faire en sorte à ce moment-là que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc avec l'aide d'un subside public ou bien d'un prêt concessionnel qui va être octroyé par l'autorité publique, à ce moment-là, ça va permettre au secteur privé de s'engager plus facilement dans certaines entreprises. Donc voilà le type de modalité de paiement qu'on va avoir. Mais là, on peut déjà le dire tout de suite, avec un risque à la clé, bien sûr, qui va être celui d'endettement pour les pays hôtes des investissements. Alors, peut-on s'attendre à des projets réellement en phase avec les intérêts des populations des pays concernés ? Alors, là, je crois que ce qui est très important de faire, c'est le distinguo entre la rhétorique et la réalité. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'au niveau du changement de paradigme, il y a un élément clé également, c'est de partir du fait qu'on veut avoir des partenariats à bénéfice réciproque. Et donc, en fait, c'est vouloir sortir d'un certain schéma paternaliste qu'on a pu avoir tout un temps donc avec l'aide au développement. Donc il y a le pays donateur et le pays bénéficiaire. Et donc c'est un petit peu, il faut bien se dire aussi, donc l'aide au développement, elle est octroyée à toute une série de pays africains notamment, donc qui ont été des anciennes colonies. Donc ici on dit non, mais écoutez, on change de schéma, on ne sera plus dans une situation, comme je viens de le dire, pays donateur avec un pays bénéficiaire. Nous sommes dans une relation d'égal à égal. Donc, on fait table rase du passé et c'est pour ça qu'on parle de relations à bénéfice réciproque où l'ensemble des intérêts doivent être pris en compte. Mais il faut bien se rendre compte qu'avec le Global Gateway, c'est la première fois qu'on assume de façon décomplexée le fait que l'Union européenne a des intérêts dans ce partenariat. Et donc, les intérêts de l'Union, ce sont des intérêts de nature économique et géopolitique. Et réciproquement, l'Union européenne a l'ambition de faire en sorte que les pays partenaires, les pays tiers, soient entendus dans leurs objectifs. Et c'est vrai que, par exemple, quand on entend des pays africains, quand ils demandent quels sont nos intérêts, ils vont dire « venez investir chez nous ». Donc, il y a une volonté qu'il y ait des investisseurs. Parce que s'il n'y a pas d'investisseurs étrangers, eh bien, l'activité économique ne va pas décoller. Donc, jusque-là, tout est bien, tout est en phase. À part qu'il faut bien se rendre compte que les intérêts de l'Union ne sont pas nécessairement ceux des pays partenaires. Je vais prendre un exemple, qui est celui de la migration. De plus en plus, on se retrouve dans une situation, dans les institutions européennes, où on veut conditionner l'aide au développement au retour des immigrés dans leur pays ou bien des réfugiés, tout ce qu'on veut. Et donc, si vous n'obéissez pas, eh bien à ce moment-là, c'est pas grave, on va couper le robinet. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut bien se dire que c'est quelque chose qui est devenu une préoccupation majeure dans le cadre de l'Europe actuelle où, faut-il le dire, au niveau du Parlement européen, il y a une majorité de droite et en plus avec des partis d'extrême droite qui sont très forts. Donc, franchement, entre la droite et ses extrêmes, ils peuvent faire une majorité. D'ailleurs, ils en usent et ils en abusent régulièrement, notamment sur les questions migratoires. Voilà, donc là, on voit que c'est une priorité européenne. Et est-ce qu'on pense véritablement que c'est la priorité des pays en développement ? Non. Eux, ils ont aussi intérêt à ce qu'à un moment donné, leur population jeune, les étudiants puissent venir en Europe, étudier, voire y rester aussi. Donc, on voit déjà bien que, en fonction des thématiques, eh bien, il y a des grains de sable dans les rouages. Alors, autre chose, et ça, c'est pour moi un problème extrêmement préoccupant, qui est une des priorités européennes, qui est sécuriser l'accès aux matières premières critiques. Or, où se trouvent les matières premières critiques ? Bon, elles se trouvent dans différents pays dans le monde, mais bon, il faut bien se dire que le continent africain est très intéressant dans le cadre du Global Gateway. Pourquoi ?
pour sécuriser l'accès aux matières premières critiques. Et donc là, on voit qu'on reste dans une logique colonialiste. On parlera à ce moment-là plutôt de néocolonialisme, parce que l'Afrique restera un réservoir hyper intéressant pour pouvoir pourvoir des matières premières et qui n'ont pas nécessairement été transformées. Alors, sur papier, on dit si, nous avons compris, nous voulons faire en sorte que les pays partenaires puissent aussi bénéficier, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ne soient pas juste des exportateurs de matières premières non transformées, mais qui puissent déjà transformer leurs matières premières sur place pour qu'il y ait une valeur ajoutée. Donc c'est ce qu'on appelle à ce moment-là remonter dans la chaîne des valeurs. Et c'est en remontant la chaîne des valeurs que finalement, eux vont pouvoir décoller lentement mais sûrement dans une industrialisation de leur économie et de diversification économique de leur économie. Mais donc, il faut qu'ils arrêtent d'être des exportateurs de matières brutes. Or, on peut vraiment dire jusqu'à présent toutes les politiques de développement qu'on a eues depuis les fondements de l'Union européenne, donc là je vais remonter carrément au traité de Rome et de la communauté européenne, là lorsqu'il y a eu ces relations entre les pays européens et ceux qui étaient leurs anciennes colonies, eh bien on voit que finalement au niveau du schéma, on n'a pas beaucoup changé par rapport à ce schéma. Donc ils ont été jusqu'à présent des exportateurs de matières premières et maintenant, eh bien, quelque part, c'est une façon de les cantonner toujours dans ce rôle-là, tout en changeant un petit peu au niveau du discours en disant « mais si, on va faire en sorte que vous les transformez ». Moi, je dis, ça reste à voir. Qu'est-ce qu'on a comme garantie que ce soit véritablement le cas ? Alors là, je vais vous parler d'une législation hyper importante qui a été adoptée en 2023, qui est la loi européenne sur les matières premières critiques. Et là, on voit véritablement bien dans la stratégie européenne, pour pouvoir atteindre son autonomie stratégique à ce sujet, il y a effectivement la relance aussi des mines en Europe, pour que 10% des besoins en matières premières critiques soient assurés par l'Union européenne, ce qui demande effectivement de rouvrir les mines. Et alors aussi, en termes de tout ce qui est raffinage, l'Union européenne s'est quand même fixé un pourcentage de 40%. C'est-à-dire que quelque part, elle veut aussi assurer qu'elle reste dans la chaîne des valeurs pour assurer son autonomie. Mais les pays africains, par exemple, n'aiment pas cette loi. Ils disent, écoutez, mais quand on voit un peu vos objectifs, vous dites que vous allez nous aider à diversifier notre économie, à nous aider à remonter la chaîne des valeurs, mais déjà dans les pourcentages qui sont intégrés dans votre loi européenne, on peut se poser des questions. Donc, ils sont déjà critiques par rapport à ça. Et donc, c'est tout à fait légitime comme critique. Même si, voilà, sur papier, ils disent bien, il faut que ça puisse bénéficier aussi l'économie locale. Donc, en résumé, par rapport aux critiques qu'on peut faire par rapport au Global Gateway, on relève la place centrale du secteur privé et le fait qu'en pratique, le Global Gateway promeut avant tout les intérêts commerciaux et géopolitiques de l'Union européenne et risque d'augmenter le fardeau de la dette des pays partenaires. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça peut avoir des conséquences sur l'augmentation de la dette des pays partenaires ? En quoi ça crée une dette dans les pays partenaires ? Pourquoi ? Parce qu'on change les modalités de financement. Dans ce sens où, au point de départ, il y a une catégorie de pays pauvres, on appelle les pays les moins avancés. Mais les pays les moins avancés, qu'est-ce qu'on va faire à un moment donné pour les aider ? Eh bien, on va avoir une politique de subsides. Ils ne doivent pas les rembourser. Par contre, à un moment donné, si on a des prêts, fatalement, donc ça veut dire qu'il va falloir les rembourser. Or, ici, on constate de plus en plus que le secteur privé, il va s'intéresser à certains types de pays, pas les pays les moins avancés, il n'a absolument aucun intérêt à aller investir là-bas, mais il va plutôt choisir ceux qui ont déjà un revenu moyen supérieur ou bien un revenu moyen tout court. Mais alors là, qu'est-ce qu'on va prendre comme modalité de financement ? Eh bien, on va prendre des prêts. Donc, même si ce sont des prêts concessionnels, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc, ils seront un peu plus intéressants que des prêts qu'on va pouvoir avoir sur le marché, malgré tout, il va falloir les rembourser. Et ce qui est quand même très, très important à retenir, c'est que, finalement, il y a, que ce soit le monde académique, que ce soit l'OCDE. L'OCDE, donc, c'est l'Organisation de la coopération des développements économiques, mais on peut vraiment dire que c'est l'organisation internationale qui constitue l'étalon or, si vous voulez, en matière de la définition de ce qu'on peut considérer comme l'aide publique au développement et aussi au niveau de l'évaluation de l'aide au développement. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Comme je dis, que ce soit le monde académique, que ce soit les ONG, que ce soit l'OCDE, attire le risque d'endettement qui est vraiment intrinsèque au fonctionnement du Global Gateway.
en misant sur le secteur privé et en utilisant essentiellement finalement les prêts plutôt que ce qu'on utilisait au point de départ, qui étaient les subsides. Et donc, ce qui est grave, c'est qu'il y a eu, par exemple, l'an passé, à Séville, une conférence internationale sur le financement au développement. Et de nouveau, c'est quelque chose qu'on met en avant, le risque terrible de la dette. Et donc, on a l'impression qu'on est en train de fermer les yeux par rapport à ça. D'un côté, régulièrement, la sonnette d'alarme est tirée par rapport à la crise de la dette, mais d'un autre côté, c'est comme si on continuait cette fuite en avant et donc on continue à endetter en disant mais de toute façon, ne regardons pas trop ce que l'Union européenne peut faire en matière d'endettement par le biais du Global Gateway, parce que la Chine aussi, dans les pays africains par exemple, elle va aussi être responsable de leur endettement. Mais donc quelque part, c'est un petit peu rejeter la faute sur d'autres pays plutôt que de voir ce que nous, on peut faire pour éviter cette situation. Et là, franchement, à part dire que nous sommes conscients du problème de la dette et qu'il ne faut pas que certains pays qui sont déjà en situation critique s'endettent davantage, voilà, donc c'est fort de la rhétorique parce que dans les faits, les mesures qui sont prises pour pouvoir empêcher cet emballement au niveau de l'endettement, je suis désolée, mais elles sont tout à fait insuffisantes face aux défis auxquels nous sommes exposés. Tu as parlé tout à l'heure du petit poucet. Qu'est-ce qu'il reste dans le domaine de l'aide au développement, de la lutte contre les inégalités, de la lutte contre la pauvreté, de la réduction des politiques néocolonialistes contre les projets extractivistes, par exemple? Est-ce que le Global Gateway aborde ces problématiques? Alors, de nouveau, on voit qu'il y a un décalage entre la rhétorique et la réalité. Au niveau du Global Gateway, il a suscité pas mal de critiques du milieu associatif, disant à un moment donné, c'est une forme de confiscation de l'aide au développement, donc qui est détournée de ses objectifs premiers, qui sont la lutte contre la pauvreté, pour pouvoir poursuivre les intérêts stratégiques de l'Union européenne. Donc ça, c'est une grosse critique qui a été émise et qui est relayée aussi par le milieu académique et par même des institutions qui sont internationales. Alors, face à ça, c'est comme s'il y a une volonté de contourner. En 2024, on ne parlait plus seulement de Global Gateway, mais on parlait d'une approche à 360 degrés du Global Gateway. Et donc, ça veut dire quoi cette approche à 360 degrés? C'est-à-dire que même lorsque nous poursuivons nos intérêts géoéconomiques, par exemple, c'est le cas dans les matières premières au niveau du corridor, il y a des corridors stratégiques pour pouvoir accéder aux matières premières. Il y en a un qui est assez connu, qui est le corridor Lobito. Le corridor Lobito, pour qu'on sache ce que c'est qu'il y a certains pays comme la Zambie, le Congo, la RDC, et aussi l'Angola, qui sont 3 pays très intéressants, donc qu'on essaye de connecter. Donc, il y a les matières premières critiques en Zambie, elles sont là aussi dans le Congo. Donc, avec une voie ferrée de plus de 1800 km, eh bien, on va pouvoir acheminer toutes ces matières premières critiques au port de Lobito en Angola. Ça, c'est le genre de projet qui est soutenu par le Global Gateway. Pour faire quoi? Bien sûr, à un moment donné, qu'une fois qu'on aura ces matières premières critiques dans le port, on va pouvoir les exporter en Europe. Mais je reviens avec cette approche à 360 degrés, c'est de dire, OK, il y a ce projet d'infrastructure, donc c'est vraiment les projets d'infrastructure lourdes, mais en même temps, autour de ça, on va s'assurer de faire en sorte que, les communautés locales puissent avoir aussi des bénéfices. Alors, on parle aussi de ce qui sera exporté. Il y a bien sûr les matières premières, mais il pourra y avoir aussi des produits agricoles. Et donc, il y a toute une série de projets qui peuvent fleurir autour de ça pour dire qu'on est bien dans le respect de cette approche 360 degrés. La rhétorique. Ça, c'est la rhétorique, mais en même temps, ils vont quand même donner des subsides, ça et là, à des petites associations pour pouvoir vendre leurs concepts. Mais voilà, c'est cette volonté-là, mais qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que l'arbre, ce sera de dire, vous voyez, on n'a pas abandonné nos anciens objectifs de faire en sorte qu'il y ait des retombées positives, mais la forêt, c'est quand même, dans ce cadre-là, les intérêts foncièrement stratégiques de l'Union qui veut mettre la main sur ces matières premières et sécuriser son accès aux matières premières critiques. On pourra dire aussi à un moment donné, regardez, on est dans une situation d'égal à égal, parce qu'on parle de partenariat à bénéfice réciproque entre le pays tiers et l'Union européenne. Mais dans les faits, finalement, ça va bénéficier essentiellement à qui? Aux entreprises européennes, parce que c'est ça l'objectif. D'ailleurs, Ursula von der Leyen a été très claire sur ça. Lorsque le Global Gateway a été lancé, elle l'a dit, c'est un outil géopolitique pour pouvoir repositionner l'Union européenne sur l'échiquier mondial et regagner la compétitivité. Donc, elle l'a dit. Donc, il y a toujours, et c'est ça, je reviens systématiquement sur ce décalage entre la rhétorique
qui a l'air de dire que finalement, nous respectons les intérêts des pays tiers comme nous respectons les nôtres et qui sont compatibles, et ce qui se passe véritablement en pratique. Et donc, quand on revient aux domaines comme l'éducation, la santé, des choses comme ça, oui, c'est toujours financé, mais c'est la partie vraiment qui est marginale. Et donc, en fait, c'est ça qui est important, c'est que tout mène à dire et à penser, il y a une convergence des études qui le disent, que finalement, ces objectifs seront de plus en plus marginalisés, même si dans la rhétorique, ils sont toujours clairement affichés. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Et là, je voulais aussi dire un mot sur le nouvel instrument d'aide au développement qui est en train de se préparer, parce que le Global Gateway, c'est une stratégie, donc ce n'est pas un instrument législatif pour le moment. Donc la nouvelle législation sur l'aide au développement est en train de se préparer, donc ça s'appellera Global Europe, l'Europe globale. Mais là, ce qui est très très intéressant, c'est que alors nous avons un instrument actuellement qui s'appelle une DIKI, donc, mais disons que la lutte contre la pauvreté est présente dans cet instrument-là. Donc anecdotique, mais c'est cité 23 fois. Et dans le nouvel instrument, dans la nouvelle proposition que la Commission a faite, ce n'est cité que 2 fois. Donc c'est quand même assez symptomatique. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les objectifs généraux de ce nouvel outil de politique étrangère, la lutte contre la pauvreté ne figure même pas dans les objectifs principaux. Mais en même temps, on l'a quand même mentionné quelque part. Donc c'est ça qu'il faut toujours garder l'image globale. Et là, je crois qu'on se fait gruger parce qu'on a tendance à dire oui, mais non, ça n'a pas été abandonné. Non, ça n'a pas été abandonné. Mais par contre, ça a été dilué. Et le pire est à venir. Alors, y a-t-il d'autres critiques majeures de cette stratégie ? Par exemple, en termes de protection des droits, que ce soit les droits humains, les droits des peuples autochtones, ou en termes de normes sociales et environnementales ? Oui, là, je crois qu'il y a de très, très, très gros risques. Et j'aimerais en particulier pointer le sort des peuples autochtones. Alors, comme je l'ai dit, une des priorités du Global Gateway, c'est l'investissement dans le secteur énergétique et l'enjeu, c'est de sécuriser l'accès aux matières premières critiques. Ça veut dire qu'il faut ouvrir des mines. Le Global Gateway va être le levier à ce moment-là pour pouvoir aider le secteur privé à ouvrir des mines dans ces pays tiers. Or, il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est que lorsqu'on va ouvrir une mine, on peut dire la même chose ici en Europe, on ne va pas le faire sur la grande place de Bruxelles, on ne va pas le faire à Paris, on va le faire dans des territoires qui sont considérés comme vierges et qui sont considérés comme inhabités entre guillemets. Je dis entre guillemets, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui habitent là, et en général, ce sont des peuples autochtones. Alors, il y a un chiffre quand même fort important à retenir, c'est qu'à un moment donné, la Banque mondiale a fait un peu ses études pour voir où pourrait-on ouvrir les mines, pour finalement dire que 40% des projets de mines se feraient sur des territoires extrêmement riches en biodiversité, là où habitent les peuples autochtones. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, si on va ouvrir une mine là-bas, eh bien, il y a un risque premier qui est de l'accaparement des terres. Pourquoi ? Parce que les peuples autochtones n'ont pas le même droit foncier comme il est reconnu chez nous. Donc c'est le droit foncier coutumier. En général, c'est un droit qui est lié à l'utilisation de la terre, à l'usage de la terre plutôt que la propriété privée comme nous l'entendons. Donc, face à cette situation, il y a eu des conventions des Nations Unies pour protéger le droit de ces peuples autochtones et aussi leur mode bien particulier d'avoir accès à la terre, qui est donc le droit foncier coutumier. Et une convention qui est fort importante, je le répète, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Elle contient un principe phare, qui est un principe fondamental, qui est le principe de consentement préalable, libre et éclairé. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire le consentement libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contrainte qui a été faite à un moment donné sur les populations qui vivent sur place pour pouvoir dire si oui ou non ils sont d'accord avec une ouverture de mine. Préalable, c'est-à-dire qu'on doit les consulter et avoir leur consentement avant l'autorisation de ce projet de mine. Et éclairer, ça veut dire quoi ? C'est de dire qu'on leur dit bien quels sont les impacts sociaux, environnementaux. Or, il faut bien se rendre compte que les mines, c'est une activité économique qui fait partie des plus sales
qui existent. Le secteur minier a toujours un impact social et environnemental qui est fort important. D'ailleurs, quand on ouvre une mine, qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets miniers ? Il faut aussi bien se rendre compte que la mine consomme énormément d'eau. Et en plus, elle pollue l'eau. De toute façon, les impacts négatifs, il y en aura. Et donc, je reviens avec ce principe des Nations Unies pour pouvoir respecter les droits des peuples autochtones. Dès qu'il y a un projet de mine qui est financé par le Global Gateway, dans la mesure où on veut vraiment être respectueux des intérêts des pays partenaires, on doit pouvoir mettre des garde-fous. Et un des garde-fous serait au minimum de respecter ce principe de consentement libre, préalable et éclairé. Or, en général, quand on demande simplement de mettre en œuvre et de respecter ce principe des Nations Unies, qu'est-ce qu'on entend comme réponse au niveau des institutions européennes ? Ah non, 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 ça c'est une ligne rouge. Par exemple, le Parti populaire européen, il n'est pas le seul, mais en a fait une ligne rouge. Alors quelque part, on se trouve vraiment dans un discours très hypocrite. Lorsqu'il y a un cadre qui est défini par les Nations Unies pour mettre des garde-fous, pour protéger les plus vulnérables, parce que les peuples autochtones font partie des plus pauvres et des plus vulnérables de la planète, alors tenez-vous-en à ce qui a été décidé au niveau du droit international. Alors là, non. À ce moment-là, non, ça devient une ligne rouge. Donc ça veut dire qu'il n'est pas question de demander l'avis éclairé des populations. C'est ça, on pourrait dire de façon très cynique, ok, c'est très bien, donc on dit que c'est bien pour vous, et puis si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, on va quand même le faire. Et après, on va les laisser avec toute la pollution qui est générée. Donc admettons qu'on dise, on change de paradigme au niveau de l'aide au développement, et qu'on se dise que finalement ça n'a pas marché jusqu'à présent, donc on va plutôt faire des plans d'investissement, d'accord, mais il faut dans ce cas s'assurer que les investisseurs soient responsables, qu'il y ait une éthique d'entreprise. Or, pour qu'il y ait une éthique d'entreprise, il y a tout un cadre à respecter. Et une fois qu'on demande véritablement que ce cadre ait lieu, et un des aspects les plus importants, je le souligne, en matière de tout ce qui est mine, c'est bien respecter le droit des peuples autochtones. Et alors là, à ce moment-là, ce n'est plus... Ah non, ça devient une ligne rouge. Donc, on voit véritablement qu'entre les belles valeurs qu'on proclame et la réalité sur le terrain, il y a un véritable fossé. Alors, je vais en donner un autre exemple qui est très important, parce que c'est quelque chose qui est fort débattu au niveau européen actuellement. Un autre exemple important qui fait partie de la législation européenne existante. Parce que quand je parlais du principe de consentement libre, préalable, éclairé, donc c'est quelque chose qui est reconnu dans le cadre du droit international et la Convention des Nations Unies. Tandis qu'ici, moi je vous parle de législation européenne existante qui est le principe de non-nuisance significative. Alors c'est vraiment fort important parce que c'est dans le cadre de la taxonomie européenne. À partir du moment où un investissement est considéré comme vert, il faut au minimum faire attention lorsque on développe cette activité qu'on ne fasse pas des dégâts dans d'autres secteurs. C'est vraiment fondamental pour avoir le qualificatif d'investissement vert et aussi d'investissement qui est responsable. Alors qu'au niveau du Global Gateway, puisque on parle de respecter des standards sociaux et environnementaux ambitieux, logiquement, il devrait aussi respecter des principes qui sont en vigueur au sein de l'Union européenne. Il y a eu la volonté, notamment du groupe des Verts au Parlement, de faire en sorte que les investissements faits dans le cadre du Global Gateway respectent le principe de non-nuisance significative. Eh bien, ça a été considéré comme une ligne rouge par le Parti populaire européen, qui est, je le répète, le parti duquel est ici Ursula von der Leyen. C'est-à-dire que quelque part, s'en tenir au principe même de la loi européenne, une fois qu'on est dans des investissements extérieurs, ah bien non. Alors moi, je me pose la question, mais quels sont les standards socio-environnementaux élevés auxquels ils vont répondre ? C'est le respect des standards de pays hôtes, ou bien on peut à ce moment-là se différencier justement des investisseurs chinois par le fait que justement nous ayons des standards beaucoup plus élevés. Mais à quoi peut servir l'aide au développement ? Mais justement, l'Union européenne, elle est reconnue internationalement pour être beaucoup plus exigeante au niveau de ses standards. Eh bien, pour non pas faire un nivellement vers le bas, mais faire un nivellement vers le haut, c'est-à-dire, ok, d'accord, nous investissons, nous rendons compte qu'on est beaucoup plus strict, mais à ce moment-là, on va vous aider à atteindre nos standards. Ce serait une façon différente de le voir plutôt que de se dire, ok, on va en profiter parce que les standards sont tellement bas, nous, on va pouvoir faire un maximum de profit pour un minimum de contraintes. Tu parles souvent que le Global Gateway, c'est pour avoir une autonomie propre à l'Europe et revenir sur l'échiquier politique. Mais quand on
voit ces derniers temps qu'ils suivent énormément les États-Unis au Moyen-Orient, alors même que ça va contre les intérêts économiques, notamment le pétrole qui est bloqué au détroit d'Ormuz. C'est pas un peu contradictoire ? Oui, écoute, une stratégie, c'est une forme d'orientation politique. Ce sont les objectifs qui sont annoncés. Et entre la réalité et ce qu'on veut, il peut toujours y avoir effectivement un fameux décalage. Donc voilà, moi je reste aussi un petit peu dubitatif dans la manière de l'Europe de parvenir à ses fins, parce que au niveau des matières premières critiques, pour le moment, qu'est-ce qui est en train de tirer son épingle du jeu ? C'est la Chine. La Chine est un pays qui est absolument incontournable. Alors en plus, quand on voit par exemple les métaux rares, les terres rares, qui sont dans une situation de grand monopole, même aussi au niveau du raffinage, ils dépassent tout le monde. Donc le rattrapage à ce niveau-là, il est vraiment colossal. Donc moi, je n'ai pas une boule de cristal pour voir comment l'Union européenne va se dépatouiller, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que son alignement sur les États-Unis pour le moment est vraiment un aveu de faiblesse qui est assez inouï. Une des lectures qu'on peut avoir, effectivement, c'est sa vulnérabilité totale au niveau énergétique et le fait qu'elle est vraiment bien loin de l'objectif d'autonomie stratégique. Et alors là, on sort un petit peu de la thématique. Mais lorsque l'Union développait sa stratégie pour ne plus être dépendant des énergies fossiles de la Russie, on voit bien qu'elle a substitué une dépendance par une autre. Et donc, ce risque reste tout à fait réel. Mais alors, ce qui est aussi important de souligner, c'est que le Global Gateway est devenu aussi un outil de libéralisation du commerce. Et là, on voit à nouveau combien on peut être en porte-à-faux avec les objectifs de respecter les intérêts des pays partenaires au niveau commercial. La dernière résolution que le Parlement européen vient d'adopter, donc on est mars 2026, le Global Gateway, donc il y a un paragraphe sur le commerce, mais qui est extrêmement offensif, disant clairement que le Global Gateway va être un levier pour aller beaucoup plus loin dans la libéralisation du commerce, pour pouvoir obtenir des nouveaux marchés dans les pays tiers, dans les pays africains notamment. Mais il faut bien se rendre compte qu'avec les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, il y a déjà des accords de libre-échange. Alors, ils s'appellent accords de partenariat économique. Or, en ce qui concerne les accords de partenariat économique, ça a suscité énormément d'opposition de toute une série de pays partenaires, notamment en Afrique. Par exemple, il y a un accord de partenariat économique régional qui est bloqué en Afrique de l'Est, un autre qui est bloqué au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi ? Parce qu'ils disent, écoutez, mais ces accords de libre-échange, ils sont un peu à nos dépens, parce que ça va empêcher notre propre processus d'intégration régionale en Afrique. De même, c'est un obstacle à notre industrialisation et à notre diversification de l'économie. Et ça, c'était vraiment systématiquement les critiques, les griefs des pays africains à ce sujet-là, donc pour dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Mais finalement, ça doit être un levier accru de libéralisation des échanges pour pouvoir faciliter les investissements, et ci et ça. Donc, on voit véritablement là qu'on est dans une forme de diplomatie transactionnelle qu'on va dénoncer par ailleurs lorsqu'elle est perpétrée par Donald Trump, mais on va imposer aussi ses vues. Et donc, ce qui se passe en général, ce que l'Union européenne n'obtient pas, par exemple, n'a pas obtenu au niveau de l'Organisation mondiale du commerce en termes de libéralisation des échanges, eh bien, elle l'a négocié à ce moment-là sur une base plus bilatérale, parfois, ou bien plurilatérale, pour obtenir gain de cause. On sent véritablement que la politique commerciale, la politique économique extérieure, elle est directement imbriquée. Et de nouveau, on passe sous silence le fait que ça peut aller complètement à l'encontre de leurs intérêts. En guise de conclusion, finalement, qu'est-ce que tu penses de ce Global Gateway ? Disons que, moi, ce qui me dérange profondément dans le Global Gateway, c'est le fait qu'on utilise quelque part, on aura détourné l'aide au développement de ses finalités premières qui sont la lutte pour la pauvreté, pour financer des intérêts purement européens, géostratégiques et géoéconomiques européens. Alors, il faut quand même être clair. L'idée n'est pas de contester que l'Union européenne puisse avoir une stratégie pour se repositionner au niveau géopolitique et géoéconomique. Là, moi, je ne remets pas ça en question. On ne vit quand même pas dans un monde de bisounours et l'objectif n'est quand même pas d'assister impuissant au déclin de l'Union européenne, de sa désindustrialisation, le fait qu'elle ne soit plus du tout compétitive, parce que qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il faut quand même pouvoir préserver un certain modèle que nous avons, notamment au niveau social et environnemental.
Moi, ce qui me dérange profondément, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on doit utiliser l'aide au développement ? Parce qu'on peut très bien utiliser un autre type de budget. Et on le voit, par exemple, dans le futur plan financier pluriannuel, on crée un fonds pour la compétitivité. Mais puisqu'il s'agit de vouloir tailler des croupières aux Chinois dans les pays tiers, donc en Afrique, ou bien de regagner la compétitivité, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas à ce moment-là un volet extérieur dans le cadre du fonds de la compétitivité? Et pourquoi faut-il confisquer l'aide au développement? Quand je dis ça, je ne remets pas en question qu'on peut faire des critiques par rapport à l'aide au développement comme elle a fonctionné. Oui, effectivement, il y a des failles, on doit tirer des leçons. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais il ne faut pas oublier que l'aide au développement reste un outil précieux dans le cadre géopolitique actuel parce que c'est un outil de diplomatie douce. Et on est beaucoup plus à ce moment-là dans une forme de persuasion et de pouvoir à un moment donné garder des bons contacts plutôt que d'être dans une forme de diplomatie transactionnelle comme celle de Trump, que nous sommes d'ailleurs en train de copier, ou bien d'être dans tout ce qui est politique dure. Là. Et donc, ça reste précieux. Et c'est pour ça que c'est révoltant de voir la manière dont on a détourné ces objectifs premiers et qu'on essaie de nous faire prendre des vessies pour des lanternes en disant qu'il est possible de concilier tous les objectifs. C'est un véritable mensonge. Il y a un arbitrage à faire et on ne doit pas avoir peur de cet arbitrage. Et quand on le fera réellement et quand on s'assurera que finalement les premiers concernés sont impliqués dans ces projets, à ce moment-là, on pourra en reparler et dire effectivement peut-être qu'il y a des choses positives dans des investissements qui peuvent être européens, mais qui suscitent véritablement une stratégie gagnant-gagnant. Mais pour cela, il faut que ça bénéficie à l'économie locale, que ça permette de répondre aux intérêts des pays partenaires et que ça implique les personnes directement concernées. Merci beaucoup Inès pour cette interview, merci pour ton analyse. Je remercie aussi le GRAP, le groupe de réflexion et d'action pour une politique écologique, pour son support et la diffusion de cet épisode.